Bonjour aux auditeurs et auditrices de la 87.9, nous sommes le samedi 15 avril. Bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Sur ce plateau, Madame Aminata Touré, ancien Premier ministre du gouvernement de Macky Sall entre 2013 et 2014, ministre de la Justice de 2012 à 2013, actuel envoyé spécial du président de la République. Elle est aussi membre du parti APR, comprenez Alliance pour la République. Et nous allons parler de plusieurs sujets, notamment des sujets d'actualité. Bonjour Madame le Premier ministre. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. 22 morts, une soixantaine de blessés. Le bilan est lourd après l'incendie qui a ravagé une bonne partie des installations du Dakar. Nos condoléances au Khalife général de Médina Gounass, au peuple sénégalais. Et vous, en tant qu'ancien chef du gouvernement, un tel accident était-il prévisible? Oui, on adresse également nos condoléances aux familles des disparus, au Khalife général de Médina Gounass et à tous nos compatriotes. Cet incendie a généré une grande tristesse partagée par tous nos compatriotes compte tenu de leur appartenance religieuse ou confrérique, parce que nous avons perdu des citoyens sénégalais comme nous. Est-ce que cela a été prévisible ou pas? Nous sommes des croyants. Nous acceptons ce qui s'est passé comme croyants. Mais évidemment, il faudra attendre l'enquête exhaustive qui devra être faite pour connaître les motifs de l'incendie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu un incendie durant le Dakar, mais c'était assez souvent très vite maîtrisé. Cette fois-ci, ça a été un incendie d'une très grande ampleur avec des pertes en vies humaines importantes. Donc il faudra attendre une enquête exhaustive pour savoir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, prendre les dispositions idoines, comme l'a recommandé Monsieur le Président de la République, pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Et quel est le niveau de responsabilité de l'État, justement? Oui, vous savez, tout dépendra de ce que l'enquête révélera. Mais comme vous le savez, c'est un rassemblement religieux qui se tient depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a eu une bonbonne de gaz qui a explosé? Est-ce que il y a eu d'autres causes? Il faudra attendre de le savoir. L'État, sa responsabilité, c'est justement de travailler sur les questions de prévention et surtout d'éducation, parce que la meilleure manière de prévenir les catastrophes, c'est d'avoir des comportements qui nous évitent ce type, d'accident. Mais pour ça, il faut beaucoup conscientiser nos concitoyens. Il y a eu également l'incendie ravageur du ranch de Doli. Qu'on soit conscient que lorsqu'on fume une cigarette et qu'on la jette... Du marché Zinc de Kaolack. Du marché Zinc de Kaolack également, du marché des HLM. Et tout cela nécessite vraiment qu'il y ait une prise de conscience aussi de nos compatriotes pour éviter les activités et les comportements à risque. Parce que ça également, il faut qu'on accepte de le dire, que parfois il y a des installations qui sont à risque, qui ne respectent pas forcément les recommandations. Et pour cela, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de conscientisation. Voilà ce qu'on peut dire. Mais pour ce qui concerne l'incendie de Médina Gounass, il s'agit surtout d'apporter notre compassion, notre solidarité envers les familles des disparus et prier pour le repos de leurs âmes. Des incendies, accidents aussi de la route, ça se multiplie au Sénégal. N'est-il pas temps que l'État prend des mesures coercitives? L'État a pris beaucoup de mesures coercitives. Vous avez entendu le président de la République plusieurs fois dire que les sanctions sont durcies contre ceux qui contreviennent au code de la route. Mais vous savez, la meilleure manière d'éviter les accidents, c'est de respecter le code de la route. C'est pour ça qu'on l'appelle code de la route. Ce n'est pas toujours le cas, hélas. Il y a assez d'incivisme routier et pour cela il faut une prise de conscience individuelle, parce que le chauffeur, quand il prend le volant, il est responsable de plusieurs vies humaines, notamment lorsqu'il s'agit des transports en commun. Donc il faut vraiment que chacun se remette en cause, que tout le monde soit dans les dispositions de conduire un véhicule dans les conditions requises par la loi, avec des heures de sommeil suffisantes, et encore une fois en respectant strictement le code de la route. Le code de la route, il n'est pas facultatif, il est obligatoire. Si chacun d'entre nous respecte le code de la route, à mon avis, il y aurait beaucoup moins d'incidents et d'accidents.
puisque l'État travaille à densifier le réseau routier, à l'améliorer, à l'entretenir. Disons que c'est le chauffeur qui est principalement responsable de la sécurité sur la route. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Bien sûr, les sanctions vont se durcir. Le personnel de sécurité chargé de la sécurité routière devra sévir encore plus. Mais pour moi, le plus important, c'est que les conducteurs sénégalais prennent conscience du risque qu'il existe de ne pas respecter le code de la route. Voilà, il faut vraiment plus de civisme routier, comme je l'ai dit. Avez-vous un rôle, une mission à jouer par rapport à ces fléaux, vous, en tant qu'envoyé spécial du président de la République? Oui, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de sensibiliser également, puisque nous accompagnons le président de la République dans toutes ses actions, en expliquant davantage ce qu'il fait, en, disons, diffusant de manière pédagogique, si possible, voilà, la portée également de ces programmes. Et parmi ces programmes, il y a le programme de prévention routière, parce que le président n'arrête pas d'attirer vraiment l'attention de nos compatriotes sur la nécessité de mettre un terme à cette route qui tue plus qu'elle ne devrait. Il y a des accidents de la route partout dans le monde, mais c'est la fréquence et les causes qui, ici, chez nous, posent problème, parce qu'il faudrait vraiment que l'incivisme quitte définitivement la route et que nous devenions tous des conducteurs modèles. Et ça, c'est très important. Vous êtes en train de sensibiliser, comme vous l'avez dit, mais on vous sent plus sur le terrain politique ces derniers temps. Non, je fais beaucoup de choses parce que je suis également une personnalité politique. Je milite dans un parti. La politique, c'est également expliquer les actions du président de la République, qui sont des actions qui vont en direction des Sénégalais. Donc la politique, il ne faut pas tellement la séparer du reste de la vie, parce que l'objectif de la politique au départ, c'était de travailler pour améliorer les conditions de vie dans la cité, dans le quartier ou dans le pays ou dans la région. Voilà, donc mon rôle, c'est de montrer que le président de la République met en œuvre des programmes importants, parler de la sécurité routière, pour que nos compatriotes vivent mieux. Voilà, c'est ça le but de la politique. Des programmes que certains citoyens, notamment le mouvement Y en a marre, jugent insuffisants par rapport au niveau de vie des Sénégalais. La semaine dernière, ils ont organisé une manifestation, un grand rassemblement. Quelle analyse, quelle lecture avez-vous tiré de cette rencontre? Oui, bon, cela montre qu'au Sénégal, on a le droit de rassemblement et cela s'est passé sans violence, sans heurts. C'est tout à l'honneur de la démocratie sénégalaise. En démocratie, personne ne fait l'unanimité. Vous aurez toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec vos programmes, qui ne sont pas d'accord avec votre discours. Et la démocratie les autorise à exprimer leur désaccord. Donc je n'ai aucun problème particulier. Voilà, je vous n'avez pas tiré les leçons? Mais vous savez que l'opposition sonne l'alerte, rien d'anormal. Comme on dit en Wolof, si votre coépouse est chargée de vous laver le visage, voilà, vous ne serez pas propre de sitôt. Leur vocation, c'est de vouloir reprendre le pouvoir au président de la République, donc ils ne verront que des actions négatives. Mais le plus important, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui jugent l'action du président de la République. Il leur a été donné l'occasion de dire ce qu'ils en pensaient plusieurs fois. Aux législatives de 2012, ils lui ont donné largement une majorité à l'Assemblée nationale. En 2014, sur 517 collectivités locales, l'APR en contrôle 417. Au référendum proposé par le président de la République, le oui a gagné de 63%. Donc les Sénégalais, de par leurs actes, disons, dans leur majorité, dans leur grande majorité, apprécient et soutiennent les actions du président de la République. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas possible. Nous sommes un pays en voie de développement. Ce n'est pas dire un pays pauvre parce qu'on n'aime pas dire qu'on est pauvre. Mais disons en voie de développement. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de défis devant nous. Le Sénégal existe depuis 57 ans. Le président de la République n'est au pouvoir que depuis 5 ans. Donc ce n'est pas en 5 ans que vous allez régler l'ensemble des problèmes du pays, avoir le plein emploi. Ce n'est pas possible. Par contre, il y a des progrès importants qui ont été réalisés dans plusieurs domaines. Le coût de la vie
en 5 ans, il n'y a pas eu d'inflation. Le prix, le panier de la ménagère n'a pas varié. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps dans notre histoire récente. Sauf que l'huile a augmenté ces derniers temps sur le marché. Vous voyez, vous citez un élément dans le panier de la ménagère, mais dites également que l'essence a baissé, que l'électricité a baissé sur votre dernière facture. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue des conditions de vie, en tout cas, les prix significativement n'ont pas augmenté, sans compter la baisse des loyers, etc. Ça, c'est déjà un grand succès. Deuxièmement, vous avez des programmes qui essayent de réduire les inégalités entre les différents types de Sénégalais. Ceux qui vivent dans les villes et ceux qui vivent dans les centres ruraux ou dans les zones rurales, généralement, n'avaient pas le même traitement. Le président veut rectifier cette inégalité puisqu'il considère que nous sommes tous Sénégalais. Et il a créé le programme d'urgence de développement communautaire avec un montant de presque 300 milliards pour augmenter très rapidement le nombre de forages pour que l'accès à l'eau potable soit généralisé dans le pays. On est quand même au 21e siècle. Qu'il y ait des pistes rurales qui puissent désenclaver certaines parties du pays. Parce que pendant l'hivernage, ce qu'il faut savoir, notamment pour ceux qui habitent dans les villes, il y a des zones du pays qui sont coupées du reste du monde. Le président de la République a considéré que c'était une anomalie au 21e siècle. Donc il y a un programme d'intensification des pistes rurales, d'accès à l'électricité avec l'énergie solaire. Vous avez vu, inauguré il n'y a pas très longtemps dans le nord et dans la région, dans le département de Bour, des champs d'énergie solaire. Et tout cela, c'est pour que nos compatriotes accèdent à la modernité et de manière unilatérale, qu'on soit des villes ou qu'on soit des villages. Il a également un programme social important, très très important, les bourses familiales. Les bourses familiales. Voilà. Mais avant, pour toucher 1 franc de l'État, il fallait être soit élève, avoir une bourse scolaire, soit fonctionnaire, avoir un salaire, ou retraité, toucher sa pension. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, vous avez des gens qui n'ont aucun lien direct avec l'État, qui reçoivent, de par leurs conditions sociales, une bourse sur la base d'études qui sont faites par le préfet, par les maires, pour sélectionner les familles les plus vulnérables. Et la plupart du temps, elles sont dirigées par des femmes. Donc ça, c'est un programme révolutionnaire. Beaucoup de pays viennent de l'Afrique pour étudier ce programme de bourse familiale. Mais il y a également le domaine de la santé avec l'assurance maladie universelle. Le président Macky Sall estime qu'au XXIe siècle, on ne doit plus vraiment souffrir de certaines maladies. On doit pouvoir accéder aux soins de santé primaire. Et il a créé l'agence pour l'assurance maladie universelle qui a pour vocation vraiment d'enrôler tous nos compatriotes dans des programmes d'assurance maladie. Il y a des progrès importants qui ont été faits ces 5 dernières années. Même si dans ce secteur aussi, vous me permettez de la panne de la radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Oui, ça arrive, il faut le reconnaître, il y a eu une panne. Entre-temps, cette machine devait être remplacée, il y a eu des retards dans la livraison. Ça arrive aussi dans la vie, ce type de choses. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a aucun malade dont le traitement a été interrompu. L'État a tout de suite pris en charge ces malades-là. L'État les a évacués dans des pays limitrophes où ils ont pu continuer leur traitement. Il faut dire aussi que tous les malades du cancer ne sont pas soignés par la radiothérapie. Ça aussi, c'est ce qu'on pense. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tous les types de cancer. Ça aussi, parfois, il n'y a pas l'information juste. Mais en tout cas, tous les malades qui devaient être traités par radiothérapie ont pu être évacués. Donc l'État est resté extrêmement sensible à la survie de ces malades-là. Voilà ce qu'on peut dire. Mais est-ce qu'il est concevable qu'on en arrive à une telle situation? Ça arrive. Dans la vie, ça peut arriver. Et quand ça arrive, on reconnaît que c'est arrivé. On prend les dispositions pour que qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. Mais ce type de choses arrive. Je voudrais vous dire, moi, il m'est arrivé, j'ai vécu plusieurs années aux États-Unis. Il m'est arrivé dans la ville de New York d'être resté 3 jours sans électricité. Ça arrive. Ce type de que des humains. Parmi les programmes du chef de l'État, le PUDC, un excellent programme selon ses opposants, selon l'opposition sénégalaise, je dirais dans sa écrasante majorité, mais cette même opposition dit qu'il y a un recul démocratique au Sénégal.
Oui, le PUDC, je crois que même l'opposition reconnaît que c'est un bon programme. Parce que vous Ils le n'avez reconnaissent. pas. Mais ils disent aussi qu'il y a un reconnaissent. recul démocratique. Oui, je voudrais signaler qu'ils ont fait 12 ans et ils n'y ont pas pensé. Parce que leur philosophie, la philosophie du président Abdoulaye Wade à l'époque, c'était de tout concentrer dans Dakar. Comme si Dakar, c'était le Sénégal. Le président a voulu redresser cela. Pour ce qui concerne la démocratie, au contraire, moi je considère que si on regarde les 15 points du référendum dernier, il y a eu beaucoup d'avancées démocratiques. Le statut du chef de l'opposition. Pourtant, la question a été agitée pendant 12 ans. Il n'y a pas eu de décision significative. Il y a des nouveaux droits qui ont été attribués aux citoyens pour la gestion des ressources de leur terroir. C'est une avancée démocratique. Il y a la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour moi, c'est une avancée démocratique que les territoires puissent dialoguer entre eux. Je pense que ça renforce la décentralisation. Sans compter maintenant les autres aspects liés à la liberté d'expression. Je crois qu'elle est toujours consacrée. On a encore même plus de radios. La liberté de rassemblement et de manifester. Vous m'avez parlé de la manifestation du week-end dernier, enfin il y a 2 week-ends. Voilà, nous sommes une démocratie vibrante. Je pense que les opposants ne peuvent pas attaquer le président sur son bilan. Donc il faut bien qu'il trouve des arguments quelque part. Mais si c'est sur le bilan économique, le président de la République, en 5 ans, a amené l'économie du Sénégal à une croissance négative vers une croissance de 6,5%. On est deuxième ex-aequo avec la Tanzanie. Donc ça, c'est quand même important comme travail. 6,5%. Est-ce que ce chiffre a un impact sur le niveau de vie du Sénégalais lambda? Progressivement. Parce que ce qu'il faut également expliquer à nos concitoyens, très honnêtement, il faut beaucoup de travail pour qu'on se développe. Il ne faut pas qu'on vive avec l'illusion qu'on va tout de suite régler tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans une dynamique de progrès. Et il y a une dynamique de progrès. Ce qui est important, c'est que les ressources publiques soient bien gérées et aillent dans des programmes qui soulagent les populations. J'aurais pu parler du programme Puma pour les zones frontalières. Parce qu'il y a beaucoup de parties du pays où vous ne pouvez même pas accéder au réseau téléphonique du pays. Vous accédez au réseau soit malien, soit gambien, soit guinéen. Le président de la République a considéré qu'il fallait qu'il y ait un minimum d'infrastructures dans ces zones frontalières pour que nos compatriotes qui vivent dans ces zones-là se sentent sénégalais à part entière. C'est un programme important. Donc voilà, l'ensemble de ces acquis-là, aujourd'hui, en 5 ans, sont confirmés par les électeurs chaque fois que le président ou son camp se présente devant les urnes. Mais l'opposition est dans son rôle. Son rôle, c'est de critiquer. Voilà, mais les Sénégalais également apprécient. Et jusqu'à présent, je pense qu'ils apprécient positivement le bilan du président. Et comment vous jugez cette communication autour du président de la République concernant ses actions, ses réalisations? Oui, enfin, nous faisons de notre mieux et il faut continuer à le faire. Mais le président de la République est lui-même un très bon communicateur sur ses propres actions. Vous savez, le parti du président est un parti jeune qui est en train de se construire une expérience. Désorganisé, mais qui gagne systématiquement. Donc, est-ce qu'il faut être organisé et ne pas gagner ou voilà, moins organisé et gagner? Je pense que c'est un parti qui n'est pas un parti classique du point de vue de son organisation, tel que vous les avez connus. Il y a une expression peut-être un peu trop libre, c'est ce que vous appelez désorganisé, mais il y a un enthousiasme réel et il y a surtout une implantation dans les profondeurs du pays. Quand je vous parle de 447 maires, c'est des maires, c'est des présidents de conseil départemental qui sont auprès des populations et qui travaillent avec ces populations au quotidien. C'est eux qui, lorsque il y a des élections, lorsqu'il y a des compétitions électorales, les populations, justement, voilà, votent favorablement sur la base du travail que ces maires, que ces leaders locaux effectuent auprès des populations. Vous ne trouvez pas que cette communication est un peu désorganisée autour du chef de l'État? Parce que souvent, on a tendance à voir une armée mexicaine où chacun communique de son côté. Oui, c'est parce que peut-être on est un parti très démocratique, mais il y a un effort de plus en plus. Et vous avez proposé récemment une équipe de débatteurs. Oh, il y a longtemps. Ça rime à quoi? Non, enfin, ça se construit parce que l'idée c'était d'avoir, de former de plus en plus de nos cadres et de nos jeunes à exprimer les actions du président de la République. Mais comme vous le voyez, cela
nécessite un peu de temps, parce qu'il faut le temps d'être formé, d'acquérir l'expérience. Mais le plus important, c'est que les populations constatent le travail. Parce que, comme on dit en Wolof, on ne peut pas nier l'évidence qui est sous vos yeux. Et ça, quand vous descendez sur le terrain, vous le voyez, vous empruntez l'autoroute qui vous mène vers le nouvel aéroport qui doit être inauguré. Lorsque vous êtes dans les petites localités, vous voyez les forages qui sortent de terre, vous voyez l'électricité qui arrive, vous voyez 2 universités qui sont en cours de construction à Kaolack, ici à Diamniadio. Donc ça, c'est des acquis que tout le monde constate. Voilà. Maintenant, il faut une meilleure communication pour accompagner tout cela. Alors, nombre des observateurs et des Sénégalais disent que Mimi Touré est devenue plus conciliante depuis qu'elle a quitté le poste de Premier ministre et le poste de ministre de la Justice. Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais moi, je faisais le travail qu'on m'avait confié. J'étais ministre de la Justice. Si j'étais ministre des Sports, j'aurais fait le travail avec le même enthousiasme et le même dévouement. Je pense que quand on vous confie un travail, il faut le faire avec détermination et essayer d'atteindre les objectifs qu'on vous a fixés. Comme ministre de la Justice, j'ai eu l'honneur de conduire les missions que le président m'avait confiées. Parmi ces missions-là, il y avait la reddition des comptes. J'estime qu'il est important que les deniers publics soient bien gérés. Sinon, si chacun rentre chez lui avec les deniers publics, on aura du mal à se développer. Le dossier semble être classé, cette reddition des comptes, avec la CREI. Non, pas du tout. Je pense que la CREI continue son travail, doit continuer son travail. On doit encourager les procureurs, les juges à continuer à faire ce qu'ils ont à faire. La reddition des comptes, elle est impersonnelle. Elle ne s'adresse pas à des individus de manière particulière. Et tout gestionnaire des deniers publics doit s'attendre à n'importe quel moment à rendre des comptes et à le faire selon les dispositions prévues par la loi. À part Karim Wade, aucune autre personnalité n'a été convoquée, ni entendue, ni jugée par la CREI. Oh, si, quand même. Si vous suivez, peut-être que... si vous suivez, il y a eu quand même quelques condamnations, etc. Mais le travail n'est pas un travail simple, parce qu'il faut trouver des preuves, il faut continuer à le faire. Il y a eu quand même beaucoup de dossiers. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il y a eu également de l'argent qui a été recouvré. Ça également, on oublie de le dire. Même si nous n'avons pas encore vu les preuves de cet argent qui a été recouvré. Les Sénégalais ils demandent des preuves. Mais c'est au niveau du Trésor. Je peux vous dire par exemple que le bâtiment du ministère de la Justice a été acheté sur la base également de l'argent recouvré. À l'époque, le président l'avait fait pour encourager justement le secteur de la justice qui avait bien travaillé. Je vous suggère d'inviter le garde des Sceaux, parce que j'ai quitté ce poste depuis quand même quelques temps, qui vous fera le point. Les comptes de Monaco qui ont été bloqués avec de l'argent, etc., etc. Non, il y a eu de l'argent recouvré, mais il faut continuer à le faire. Il ne faut pas qu'on voit dans la reddition des comptes une tentative de liquidation politique. Non. François Fillon en France, il est en pleine campagne, mais on lui demande de s'expliquer sur l'argent public. Vous avez des présidents qui étaient en poste en Corée, etc. Donc, il faut que tout le monde soit préparé à rendre des comptes. Peut-être qu'il faut que les politiciens baissent leur niveau de vie. Il faut que les militants comprennent également que leurs responsables politiques n'ont pas de l'argent à distribuer. Et peut-être qu'il faut revoir même la manière de faire la politique pour éviter justement tous ces désagréments qui s'opposent à certains gestionnaires indélicats. Est-ce que le maire de Dakar, Khalifa Sall, est dans ce lot? Oui, de toute façon, il y a une enquête en cours. Vous suivez les événements. Moi, je suis extérieur au dossier. Je pense qu'il y a une question de fausse facture à hauteur de 1,8 milliard. C'est 1800 millions. C'est beaucoup d'argent. Et voilà, ça c'est la justice qui travaille sur le dossier et qui, sur la base de preuves qui semble constante, le juge a placé le maire de Dakar sous mandat de dépôt. Est-ce que ce n'est pas gênant de mettre un adversaire politique en prison à quelques mois des élections, si on sait aussi qu'il y a quelques mois aussi auparavant, il y a des rapports qui ont été produits par l'OFNAC concernant des proches du président Macky Sall? Mais vous savez, adversaire politique ou pas, si on n'a rien à vous reprocher, vous rentrez chez vous. Le président Macky Sall, quand il était candidat, on l'avait convoqué pour blanchiment. Vous vous rappelez? Mais on n'a rien pu constater comme preuve et il est rentré chez lui.
Et pourtant, il était dans l'opposition. Donc, la meilleure manière de s'assurer, de se prémunir de cette situation, qu'on soit opposant ou dans la majorité, c'est de bien gérer les fonds publics. Parce que quand même, dans le dossier de la mairie de Dakar, les faits sont constants. C'est des fausses factures à hauteur d'1,8 milliard d'un vendeur de café qui devait livrer du riz et du mil. On n'a jamais vu le riz. Le riz n'est jamais arrivé dans le dépôt. 1,8 milliard, c'est beaucoup d'argent. Et je le répète depuis quelque temps, c'est 15 postes de santé. Avec 15 postes de santé, on peut sauver beaucoup de vies. Voilà les faits. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est plus des commentaires. Mais la justice fait son travail. Il y a eu d'ailleurs des audits qui ont concerné d'autres opposants. On n'a eu rien à leur reprocher. Ou alors, voilà, juste des fautes de gestion qui peuvent être corrigées. Donc voilà, je pense que la meilleure manière de se prémunir de ce type de situation, pour tout politicien qui gère de l'argent public, c'est de bien gérer cet argent-là. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission Le Grand Oral qui reçoit Mme Aminata Touré, ancien Premier ministre. Alors, on va parler de votre militantisme. Nous avons constaté que tous les premiers ministres qui ont eu à quitter le gouvernement ont souvent créé leur formation politique. Vous, envisagez-vous une telle situation de créer votre parti, ne serait-ce qu'un mouvement? Moi, je suis dans l'APR. Depuis... ça fait quelque temps d'ailleurs que j'ai quitté la primature. Je suis dans l'APR, je suis une militante de l'APR, je ne suis dans aucun mouvement. Je soutiens le président de la République, c'est ma vision des choses. Et je compte y rester. Voilà, donc il n'y a pas d'équivoque. Parce que je ne pense pas qu'il faille lier la position à l'engagement politique. Malheureusement, ce qu'on observe au Sénégal, c'est que lorsque et l'ambition politique? Oui, vous n'avez pas de politicien sans ambition politique, ça n'existe pas. Mais moi, mon objectif, c'est d'accompagner le président de la République pour qu'il soit réélu en 2019 de manière très confortable. Et ensuite, on reparlera de la question, si vous le souhaitez. Avez-vous l'ambition d'être présidente de l'Assemblée nationale? On pourra reconvoquer la question, puisque évidemment, ce n'est pas à votre micro que disons, ce type de questions se discute. Ça va se discuter au sein de Benno Bokk Yakaar avec le président de la coalition. Voilà, ce n'est pas des discussions publiques. Mais vous n'écartez pas la possibilité? On en rediscutera le moment venu. Alors, Aminata Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de Dakar ou Kaolack? Voilà, toutes ces questions-là ne sont pas encore tranchées de manière interne, donc vous comprendrez qu'on en discute de manière interne et ensuite, lorsque les décisions seront prises, elles seront portées à votre attention. Alors, pourquoi vous avez choisi d'aller militer à Kaolack? C'est une décision personnelle. Je milite aussi à Grand Yoff, soit dit en passant, parce que j'y ai une base. Vous n'avez pas fui Grand Yoff? Non, pas du tout. J'y compte de nombreux amis, de nombreux homonymes, des compagnons de lutte. Voilà, et je passe toute la semaine à Dakar. Donc je suis toujours en activité politique à Grand Yoff, ailleurs à Dakar aussi d'ailleurs. Mais j'ai choisi aussi de retourner dans la ville. Pourquoi le choix de Kaolack? Parce que mon arrière-grand-père Mboutou a créé la ville. Parce que ma mère, mon père, leur père et leur grand-père sont nés à Kaolack. Parce que j'ai commencé l'école, la 6e à Kaolack. 6e lycée à Kaolack, parce que j'y ai mes parents, j'y ai mes amis, j'y ai mes racines. Et je trouve que je peux également élargir la base du président dans ma ville d'origine. Voilà. Est-ce qu'en quelque sorte, vous ne jugez pas que les responsables qui sont au niveau de Kaolack peuvent faire ce travail? Il faut le renforcer. Nous pesions 30% en 2014. Vous conviendrez que 30%, ce n'est pas un bon score pour aider le président à passer dès le premier tour. Donc il faut plus de travail. Et il y a une liberté de militer où on le souhaite. Voilà. Et votre camarade de parti, le ministre de la Famille, de l'Enfance, Mme Mariama Sarr, ne semble pas digérer votre venue à Kaolack? Je ne souhaiterais pas répondre à tout cela. Je pense que ce n'est pas mon rôle d'entretenir une polémique. Le plus important, c'est d'élargir la base de sympathie du président de la République au niveau de Kaolack avec les populations qui ne sont pas des politiciens. Il ne faut pas qu'on oublie, qu'on confonde politiciens et population. Il y a peut-être le P en commun, mais c'est deux choses différentes. Les populations, c'est quand même là où se trouvent les électeurs. Et leur préoccupation, ce n'est pas les disputes de chapelle entre politiciens. Non, ce qui les intéresse, c'est quelle vision on apporte, comment les aider.
ces populations au quotidien à régler des questions concrètes, organiser les femmes, favoriser leur accès au crédit, organiser les jeunes, les aider à avoir des formations, avoir des activités d'assainissement dans les quartiers, de reboisement. Voilà ce qui intéresse à mon avis les populations et pour le reste, je n'ai pas de commentaires. Et dans cette division, pensez-vous que ces populations pourront vous faire confiance? Oui, mais les populations sont également, disons, très conscientes. Elles s'intéressent à, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a de plus important, c'est comment travailler avec elles pour améliorer l'environnement, améliorer leurs conditions de vie. Et c'est pour ça qu'il est important, justement, je vous rejoins, il est important de renforcer l'unité dans nos rangs, d'avoir un discours qui rassure, parce que c'est important lorsqu'on dirige de rassurer les concitoyens et j'appelle vraiment tout le parti, les jeunes, les femmes, à pacifier, à avoir des relations beaucoup plus apaisées pour davantage rassurer les populations. C'est important. L'unité au sein de l'APR, mais aussi l'unité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce que souvent aussi vous ne parlez pas le même langage entre partis composants. Oui, mais ça, il faut quand même reconnaître que la coalition marche. C'est la première fois qu'il y a une coalition au pouvoir qui dure aussi longtemps. Mais dans une coalition, vous avez différentes sensibilités. Vous ne pouvez pas avoir une unanimité. Mais ce qu'il faut également souligner, pour s'en féliciter, c'est que l'ensemble de la coalition soutient le président de la République. Il peut y avoir de temps en temps des variations dans les positions, mais depuis 5 ans, il faut reconnaître que la coalition est soudée derrière le président et l'accompagne dans son projet de faire du Sénégal un pays émergent. Alors, pourquoi votre CV est source de polémique au Sénégal? Ah bon, vous me l'apprenez. Je vais vous signaler que j'ai travaillé pendant 18 ans, 19 même aux Nations Unies. J'ai été directeur couvrant toutes les régions du monde. Aux Nations Unies, vous avez des bureaux, je ne dis même pas un, et des fonctionnaires qui sont supposés vérifier les curriculums et les diplômes originaux de tous ceux qu'ils embauchent. Croyez-moi, mon CV est passé au tamis plusieurs fois, donc je n'ai jamais compris qu'à 54 ans, on n'ait jamais pu vérifier ce que je disais. Non, je crois que cela procède... à quoi? Vous avez toujours des intentions particulières de nuire ou je ne sais pas trop quoi, mais ça n'a vraiment pas d'importance parce que je ne pense pas que j'ai à prouver ce qu'il y a dans mon CV. Il a été vérifié au fil de mes 30 ans d'expérience professionnelle. Peut-être que c'est l'occasion aussi de parler de vous parce qu'on vous entend rarement parler de votre personne. Mais je ne suis pas toujours sûr que c'est ce qui intéresse nos concitoyens, mais je suis une Sénégalaise, mère de famille, avec un époux, 3 enfants. Voilà ce qu'il y a à dire. Je conserve ma vie privée. Loin du champ politique. Oui, parce que c'est 2 choses différentes. Mais je peux vous dire que je suis une mère de famille très dévouée à sa famille. Et voilà ce que je peux en dire. Je sais que vous n'aimez pas trop parler des investitures au sein de votre formation, mais je vais rebondir encore sur cette question parce que nous sommes à quelques mois des législatives et la question intéresse nos auditeurs, les investitures. Mais je vote à Kaolack, ça je l'ai déjà suffisamment éclairci. Je vote exactement au centre El Hadj Seck Faye de Kasnack Centre, c'est là-bas où je vote. C'est l'école où j'ai commencé l'école primaire. C'est vous dire que c'est vraiment un retour aux sources. Pour le reste, c'est des discussions internes. On ne va pas parler d'investiture à la radio. Il y a des mécanismes de discussion qui sont mis en œuvre et voilà. Est-ce que ces discussions ont démarré, ont commencé? Ah, mais bien les sûr. Tractations. Mais bien sûr. Mais elles ne se font pas sur la place publique. Lorsqu'elles auront abouti avec le dépôt des listes, vous en prendrez connaissance immédiatement. Et votre relation avec Mariama Sarr, puisque vous partagez le même fief maintenant, c'est une même base politique? Oui, mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, Madame Sarr est maire de la ville de Kaolack. Elle a toutes les prérogatives de premier magistrat de la ville. Et elle fait son travail de maire. Nous sommes originaires de cette ville. Nous travaillons à élargir les bases de sympathie du président de la République. Voilà la situation. Tout le reste pour moi n'a vraiment pas d'importance et ne vous attendez pas à ce que j'entretienne une quelconque polémique à la radio ou ailleurs. Ce n'est pas mon rôle.
Et vos militants au niveau de Grand Yoff pour ces élections législatives? Oui, ils travaillent, ils sont sur le terrain, ils travaillent, ils s'organisent. Chaque fois que je peux les appuyer, je le fais. Je descends également parfois sur le terrain avec eux pour qu'on renforce et élargisse la base. Je signale qu'à Grand Yoff, au référendum, voilà, le camp du oui avait gagné largement. Il avait même battu le maire de Dakar dans son bureau de vote puisque lui, c'était le champion du non. Donc il y a un travail important qui a été fait, qu'il faut continuer à renforcer et je compte les accompagner. Alors vous êtes l'envoyé spécial du président de la République. Nous allons un peu parler de diplomatie pour les quelques minutes de diplomatie concernant surtout la sous-région. Nous avons constaté que pour cette présidente de la commission de l'IOMA, aujourd'hui le poste revient au Niger. Oui, c'est des négociations diplomatiques, mais en contrepartie, il faut dire ce que le Sénégal a obtenu. Qu'est-ce que le Sénégal a obtenu? Ça, il faut que comme journaliste vous fassiez votre recherche. D'abord le poste de vice-président, vice-gouverneur de la banque. Nous avons eu également deux autres postes, positions qui sont importantes. La négociation en diplomatie, elle est ainsi faite. Voilà, c'est des échanges de bons procédés. Et je pense que de ce point de vue-là, l'essentiel c'est de maintenir le nombre de postes voilà, alloués à notre pays. Ce que les Sénégalais n'ont pas compris, c'est que c'est un poste qui revient de droit au Sénégal. C'était une procédure assez compliquée. Je pense que d'ailleurs c'est l'ancien régime qui avait pris des engagements qu'il était difficile de respecter. Parce qu'une fois que vous donnez votre parole en tant qu'État et que c'est signé sur des accords, vous ne pouvez pas reculer. Mais comme je l'ai dit, le plus important c'est qu'on a eu de nouveaux postes, dont le poste de vice-gouverneur, c'est quand même important. Je vous rappelle que le poste de gouverneur revient de FAT à la Côte d'Ivoire et le poste de vice-gouverneur va nous revenir. La BCEAO, c'est quand même un poste extrêmement important. Voilà comment je le vois, sans pour autant voilà, négliger cet apport-là. Le chef de l'État, le président Macky Sall et le président de l'OCI aussi, on n'entend pas beaucoup parler sur ces questions qui se passent souvent en Syrie et entre autres. Oui, parce qu'il se prononce quand même. Il a effectué une visite en Arabie Saoudite. Rappelez-vous que nos troupes également soutiennent les efforts de ce pays-là au Yémen. Il se prononce également sur la question qui agite l'ensemble du monde musulman, le terrorisme. Vous l'entendez régulièrement sur cette question-là où il vend le modèle sénégalais, qui est un islam de paix, un islam de tolérance, et il ne rate aucune occasion justement pour prêcher cette singularité, ce modèle sénégalais religieux au niveau de l'organisation de la conférence islamique. Concernant le problème entre l'Israël et le Sénégal, Israël qui a rappelé son ambassadeur même. On en prend acte, comme on a pris acte le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénégal a des principes auxquels il tient comme pays souverain. Et le pays a voté contre ou avec voilà, les pays du Conseil de sécurité contre l'occupation des territoires palestiniens. Et c'est tout à notre honneur. Voilà, maintenant, si Israël décide de retirer son ambassadeur, c'est sa responsabilité. Il faut faire le constat et avancer. Ceci étant dit, la coopération entre le Sénégal et Israël n'était pas vraiment très importante. Hein. Qu'est-ce que le Sénégal gagne ou perd de cette coopération? Je ne pourrais pas vous donner les détails, il faut descendre, mais ce n'était pas de grands projets, en tout cas je ne les connais pas. Pas assez grands pour que je m'en rappelle. Je sais qu'il y avait des programmes de formation et surtout quelques programmes d'expérimentation de l'agriculture irriguée, mais rien d'extraordinaire. Mais le plus important comme pays, c'est de tenir à ses principes et à sa souveraineté. Et c'est ce que le président de la République a fait. Et c'est important également en direction du peuple palestinien. Je vous signale que le Sénégal, depuis plusieurs années, préside le comité Palestine aux Nations Unies. Donc il était du devoir du Sénégal de voter dans le sens de l'interdiction de l'occupation du territoire palestinien. Et je crois que c'est tout à notre honneur.
Diplomatie, c'est relations France-Sénégal. On parle d'une mainmise française sur notre économie. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des chiffres à l'appui qui permettent de le faire, mais la France est un pays ami, c'est sûr. Nous sommes liés par la France. Nous sommes en train de discuter d'ailleurs en français, on ne discute pas en portugais. Ça veut dire qu'il y a des relations très vieilles entre nos deux pays. Relations coloniales d'abord, ensuite à l'indépendance, des relations de deux pays souverains. Ça, nul ne peut le contester. Une influence culturelle et linguistique. Notamment. Mais il faut souligner qu'avec l'arrivée du président Macky Sall, il y a eu une ouverture à d'autres pays, comme la Chine notamment, qui travaille également sur d'autres projets. Il ne s'agit pas de retour des Français. Non, je pense que nous sommes un pays qui a intérêt également. Express régional. Oui, mais ils ont gagné c'est quand même les meilleurs dans cette technologie-là également. Hein. Il faut aussi le dire. Alstom est quasiment le numéro 1 en matière de train rapide. Le TGV à l'époque a révolutionné mondialement la conception que les gens avaient du train, en amenant le train à grande vitesse. Donc ils savent faire ce travail, ils ont gagné le marché. D'autres font autre chose, des Chinois construisent des routes. Vous avez des Turcs qui ont beaucoup investi également. Il n'y a pas un monopole, il y a une ouverture à plusieurs partenaires. Et c'est important que l'on puisse diversifier justement du point de vue du partenariat économique. Même si les consommateurs dénoncent le renouvellement du contrat avec Orange à hauteur de 100 milliards exactement. Oui, mais on peut le contester, mais Orange a une présence qui date de très longtemps. Le gouvernement du Sénégal et le président n'ont pas trouvé de raison particulière pour dénoncer ce contrat. Et je rappelle que la Sonatel, l'État est partenaire et dispose de 30% des actions. Donc lorsque la Sonatel fait de l'argent, l'État également fait de l'argent. Ça c'est important également qu'on le rappelle. Donc de ce point de vue-là, l'État n'a pas vu de raison particulière pour ne pas renouveler le contrat. Du gaz et du pétrole découvert au Sénégal, la France dit que ça l'intéresse, ces ressources naturelles. Oui, ça intéresse beaucoup de pays. Ça intéresse d'abord les Américains. C'est important. Ça intéresse évidemment Total, qui est dans le pétrole depuis longtemps. Ça peut intéresser d'autres pays. Mais le plus important, c'est que le Sénégal soupèse les différentes offres et choisisse les offres qui sont à son avantage. C'est ça le plus important. Et souvent, c'est même une combinaison de partenaires qui vous donne le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Et c'est ça un peu la démarche du président de la République, c'est de conserver les anciennes amitiés du Sénégal, mais de s'ouvrir également à d'autres pays amis. J'ai parlé de la Turquie, parlé de la Chine et d'autres pays qui également commercent avec le Sénégal. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est connecté. On ne peut pas avoir l'ambition de se développer sans pour autant bâtir des partenariats, notamment avec les pays qui ont réussi l'émergence, comme l'Inde, comme le Brésil, qui a une coopération avec le Brésil sur les questions d'élevage, sur les questions de technologie en matière de matériel agricole, etc. Donc il faut diversifier et s'ouvrir et apprendre également de pays qui ont été pauvres comme nous et qui ont réussi à s'en sortir. C'est la conception et la vision du président. Alors, ressources naturelles, on en parle toujours avec l'exploitation de l'or dans le sud du pays, à Kédougou, dans cette localité de Khosonto. Trafic de personnes, des filles qui sont vendues pour des fins d'exploitation sexuelle. Le gouvernement n'est-il pas au courant? Oui, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de progrès. Hein. À l'époque, je me rappelle, j'étais ministre de la Justice, on a réglementé l'exploitation de l'or. Et ça, c'est des phénomènes universels. Partout où on exploite l'or, vous avez suivi les films de cow-boys de l'époque, il y a une ruée, disons, vers ces zones-là, avec souvent des activités illicites qui s'y passent. Le rôle de l'État, c'est justement de réglementer. On a à un moment fermé l'ensemble des exploitations agricoles, vous vous rappelez, des exploitations aurifères, si vous vous rappelez, pour pouvoir d'abord les recenser, donner des permis, etc. Donc ça entre dans le cadre également de la sécurisation de l'espace. Il faut que les activités délictuelles soient combattues.
prostitution clandestine, etc. Et je pense que voilà, l'État fait de son mieux, va continuer à le faire. Mais ça, il faut admettre que c'est des zones souvent sensibles, pas seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Lutte contre le terrorisme pour finir. Madame la Première ministre, le Sénégal offre un exemple, vous l'avez dit tantôt, dans la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont rassurés si on sait que la semaine dernière, on parle de 2 terroristes qui ont été arrêtés encore à Dakar? Mais c'est la preuve que le système marche. Justement, je crois que vous répondez à votre propre question. Il y a un système qui permet d'identifier les profils, disons, qui pourraient être, je ne dirais pas dangereux, mais douteux. Il y a également un bon système de renseignement mis en place. On n'en parle pas à la radio, bien sûr. Mais il y a également nos concitoyens qui sont de plus en plus vigilants et qui arrivent à voilà, participer à l'effort de prévention, parce que c'est très très important. Nous sommes un islam de paix, un islam confrérique pour l'essentiel, un islam de tolérance. Nos concitoyens chrétiens, catholiques vivent en parfaite harmonie avec nous et c'est l'occasion de leur souhaiter une excellente fête de Pâques et que Dieu accepte la pénitence des fidèles qui ont jeûné pendant 40 jours. Une radio pour les femmes, pour les enfants, pour la culture, initiée par une femme sénégalaise, Coumba Gawlo Seck, que je voudrais féliciter. C'est une grande diva connue dans le monde musical, au niveau national africain et même au niveau mondial, qui décide de contribuer à sa manière à la sensibilisation, à la promotion des droits des femmes et des enfants en ouvrant une radio. Et ça, c'est un effort également de générosité parce qu'elle aurait pu se contenter de son art, en vivre. Tout le monde sait que voilà, les médias, c'est pas facile. Donc, je voudrais vraiment la féliciter pour cela. C'est un acte citoyen. Je suis venu également rendre visite à la radio pour l'encourager. C'est une femme qui a du talent et qui a beaucoup de générosité. Et voilà, nous lui souhaitons vraiment très bonne chance. En tout cas, nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à notre invitation dans l'émission Le Grand Oral. Je vous remercie. Rendez-vous samedi prochain avec un nouveau numéro. C'était l'ancien Premier ministre Aminata Touré, invité dans l'émission Le Grand Oral. Rendez-vous samedi prochain à la technique, il y avait Mondo Indoy et à la réalisation. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive.